Histoire, John of Ardern, le chirurgien de la peste noire. Un scalpel dans l'ombre de la mort. Imaginez un chirurgien errant dans des villages dévastés par la peste noire. Un scalpel à la main, promettant la guérison mais semant la terreur. John of Ardern, médecin anglais du XIVe siècle, est connu pour ses traités médicaux novateurs. Mais ses pratiques, pendant l'épidémie de 1347-1351, cachent une vérité glaçante. Des opérations brutales, des potions aux ingrédients douteux et des rituels mêlant science et superstition. Cette histoire vous plonge dans son monde macabre, où la peur de la peste a transformé un homme en une figure à la fois héroïque et terrifiante. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. Le chirurgien face à la peste. Au cœur du XIVe siècle, alors que la peste noire ravageait l'Europe, tuant entre 25 et 50 millions de personnes, John of Ardern, un chirurgien anglais né vers 1307, émergea comme une figure singulière. Connu pour son traité Practica Chirurgiae, il développa des techniques chirurgicales audacieuses, notamment pour traiter les fistules, une affection courante à l'époque. Mais dans l'ombre de la peste, ses méthodes prirent une tournure sinistre, marquée par des pratiques brutales et des croyances superstitieuses qui choquaient au même ses contemporains. Cette première partie explore comment la peste noire transforma John of Ardern en un homme à la croisée de la science et de l'horreur. La peste noire, arrivée en Angleterre en 1348, sema le chaos. Les corps s'entassaient dans les rues, l'odeur de la mort emplissait l'air, et la peur poussait les survivants à chercher des remèdes désespérés. John, alors chirurgien itinérant, voyageait de village en village, offrant ses services aux nobles comme aux paysans. Selon des manuscrits conservés à la British Library, il était réputé pour sa capacité à opérer sans hésitation, même sur des patients atteints de la peste. Mais ses méthodes étaient loin d'être conventionnelles. À une époque où l'anesthésie n'existait pas, il réalisait des amputations et des incisions à vif, ignorant les cris de douleur de ses patients, convaincu que la souffrance était un sacrifice nécessaire pour la guérison. Ce qui rendait John particulièrement troublant, c'était son utilisation d'ingrédients macabres dans ses traitements. Les archives de l'époque, notamment un traité médical annoté par un disciple, mentionnent des potions contenant des os humains broyés, du sang séché et même des fragments de peau prélevés sur des cadavres. John croyait que ces ingrédients, chargés de l'essence vitale des morts, pouvaient repousser la peste. Une anecdote glaçante raconte qu'il recueillait les fluides des bubons pestiférés pour créer des onguents, qu'il appliquait sur ses patients avec une ferveur presque religieuse. Les villageois, terrifiés mais désespérés, acceptaient ces traitements, voyant en John un sauveur ou un sorcier. Les analyses modernes, comme celle de l'historien médical Thomas Freeman, suggèrent que John était influencé par les croyances alchimiques et religieuses de son temps, où le corps humain était considéré comme un réservoir de pouvoir mystique. Sa pratique reflétait aussi une forme de pragmatisme brutal. Face à une maladie incurable, il expérimentait sans retenue, repoussant les limites de la médecine. Les psychologues, comme le docteur Anna Berg, estiment qu'il pourrait avoir développé une obsession compulsive pour la mort, amplifiée par l'horreur quotidienne de la peste. Ses patients, souvent au bord de l'agonie, voyaient en lui un dernier espoir, même si ses mains étaient tachées de sang et de superstition. Imaginez-vous dans un village ravagé, l'odeur putride des cadavres envahissant vos narines, tandis que John of Ardern, un scalpel à la main, promet de vous sauver. Ses yeux brillent d'une détermination inquiétante, et vous vous demandez si ces remèdes sont une bénédiction ou une malédiction.
Si ces pratiques vous glacent le sang, attendez de découvrir les rituels occultes qu'il pratiquait dans l'ombre. Les rituels occultes dans l'ombre. Si les méthodes chirurgicales brutales de John of Ardern face à la peste noire étaient déjà troublantes, ces rituels nocturnes dans les villages ravagés par l'épidémie plongeaient dans une obscurité encore plus profonde. Dans une époque où la science et la superstition s'entremêlaient, John, chirurgien audacieux, s'adonnait à des pratiques occultes qui effrayaient même les âmes les plus désespérées. Ces rituels, décrits dans des fragments de manuscrits et des témoignages anonymes conservés à la British Library, révélaient un homme convaincu que la peste n'était pas seulement une maladie, mais une malédiction divine qu'il pouvait contrer par des moyens mystiques. Chaque nuit, loin des regards, John se retirait dans des granges abandonnées ou des cryptes d'églises désertes, transformées en laboratoires improvisés. Là, sous la lumière vacillante des chandelles, il mélangeait des potions à base d'ingrédients macabres, os humains broyés, cheveux prélevés sur des cadavres et même des fragments de peau infectés par la peste. Selon un manuscrit annoté par un moine de l'époque, découvert à l'abbaye de Canterbury, John croyait que ces éléments, combinés à des prières en latin et à des symboles alchimiques, pouvaient apaiser les esprits de la mort. Il traçait des cercles sur le sol, utilisant du sang séché ou des cendres, et psalmodiait des incantations, mélangeant des versets chrétiens avec des formules païennes. Ces rituels, bien que secrets, étaient connus des villageois, qui murmuraient que John invoquait des forces surnaturelles pour repousser la peste. Ce qui rendait ces pratiques particulièrement effrayantes, c'était leur intensité. Une anecdote, rapportée par un chroniqueur local, raconte qu'un paysan, entré par erreur dans une crypte où John pratiquait un rituel, s'enfuit en hurlant après avoir vu des ossements disposés en forme d'étoile autour d'une chandelle. Le paysan affirma que John, les mains couvertes de cendres, semblait en transe, ses yeux fixés sur une fiole contenant un liquide noirâtre, peut-être du sang pestiféré. Les rumeurs disaient que ces rituels n'étaient pas seulement destinés à guérir, mais aussi à protéger John lui-même, qu'il croyait maudit par la peste. Il portait des amulettes, faites de fragments d'os, convaincu qu'elles le rendaient invincible face à l'épidémie. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les historiens, comme Thomas Freeman, notent que l'utilisation d'ossements et de sang dans les rituels médicaux n'était pas rare au XIVe siècle, où l'alchimie et la médecine se chevauchaient. Cependant, l'obsession de John pour ces pratiques suggère une fixation psychologique, peut-être liée à un trouble de stress post-traumatique causé par les horreurs de la peste. Les psychologues, comme le docteur Anna Berg, parlent d'une forme de dissociation, où John, confronté à l'impuissance face à la mort, cherchait à contrôler l'invisible par des rituels. Ses patients, souvent au bord de l'agonie, acceptèrent ces pratiques par désespoir, voyant en lui un dernier recours, même si ces méthodes inspiraient la terreur. Ces rituels avaient un coût humain. Les villageois, bien que dépendants de John, le craignaient. Une histoire tragique, consignée dans une chronique d'York, raconte qu'une jeune femme, soignée par John pour des bubons pestiférés, fut forcée de participer à un rituel où il brûlait ses cheveux pour chasser le mal. La femme, terrifiée, mourut peu après, peut-être plus de peur que de la maladie elle-même. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les médecins, commencèrent à surveiller John, le soupçonnant d'hérésie. Pourtant, son statut de chirurgien talentueux le protégeait, du moins temporairement, des accusations. Imaginez-vous dans une crypte froide, l'odeur de cendres et de sang emplissant vos narines, tandis que John of Ardern murmure des incantations, son scalpel luisant sous la lumière des chandelles.
chaque craquement dans l'obscurité semble annoncer un danger. Et vous vous demandez si ces rituels sauveront ou condamneront votre âme. Si ces pratiques occultes vous glacent le sang, attendez de découvrir les traitements brutaux qu'il infligeait à ses patients. Les traitements brutaux. Si les rituels occultes de John of Ardern révélaient un homme flirtant avec l'irrationnel, ses méthodes de traitement pendant la peste noire, 347, le 351, étaient tout aussi terrifiantes, mêlant audace médicale et cruauté brute. Dans une époque où la médecine était rudimentaire et la douleur omniprésente, John se distinguait par des pratiques chirurgicales si extrêmes qu'elles choquaient même les plus endurcis. Ces traitements, décrits dans des manuscrits médicaux et des témoignages de l'époque, montrent un chirurgien prêt à tout pour défier la mort, même au prix de la souffrance de ses patients. Cette partie explore les horreurs de ces interventions et leur impact sur les communautés ravagées par la peste. À une époque sans anesthésie ni antiseptique, les opérations de John étaient des actes de barbarie nécessaires. Selon son propre traité, Practica Chirurgiae, conservé à la British Library, il était expert dans le traitement des fistules et des abcès, des affections fréquentes chez les victimes de la peste. Mais ces méthodes allaient bien au-delà de la norme. Il utilisait des scalpels rouillés, des scies artisanales et des fers chauffés à blanc pour cautériser les plaies, ignorant les hurlements de ses patients. Une chronique d'un moine de York rapporte qu'il amputait des membres infectés par la peste sans hésitation, convaincu que l'ablation était le seul moyen de stopper la corruption du corps. Les survivants, bien que rares, portaient des cicatrices hideuses, témoignage de sa brutalité. Ce qui rendait ces traitements encore plus sinistres, c'était son utilisation d'ingrédients douteux. John concoctait des onguents à base de sang pestiféré, d'os broyés et de plantes toxiques comme la belladone, qu'il appliquait directement sur les bubons. Selon un manuscrit médical annoté par un disciple, il croyait que ces mixtures, combinées à des prières, pouvaient extraire le mal du corps. Une anecdote glaçante raconte qu'il força un patient, un jeune garçon, à boire une potion contenant des fragments de peau prélevés sur un cadavre, affirmant que cela renforcerait son âme contre la peste. Le garçon mourut peu après, mais John attribua son décès à la faiblesse de son esprit, non à son traitement. Les villageois, désespérés face à l'épidémie, acceptèrent ces pratiques par manque d'alternatives. Mais la peur de John grandissait. Une lettre anonyme, découverte dans les archives de Lincoln, décrit une scène où une foule tenta de lyncher John après qu'une femme mourut sous son scalpel. Il échappa de justesse, protégé par un noble local qui voyait en lui un atout précieux. Les analyses modernes, comme celle de l'historien médical Thomas Freeman, soulignent que les méthodes de John, bien que brutales, étaient parfois efficaces pour des affections comme les fistules, ce qui lui valut une certaine renommée. Cependant, ces traitements pour la peste, inefficaces dans la plupart des cas, reflétaient une combinaison de désespoir et de superstition. Les psychologues modernes, comme le docteur Anna Berg, suggèrent que John pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la peste. Sa fixation sur les interventions extrêmes et les ingrédients macabres pourrait être une tentative de contrôler l'incontrôlable, un moyen de défier la mort dans un monde où elle régnait en maître. Pourtant, pour ses patients, ces traitements étaient une épreuve insupportable. Les survivants décrivaient l'odeur âcre des onguents, le bruit des scies coupant les os et les yeux froids de John, concentrés comme un bourreau. Certains murmuraient qu'il prenait plaisir à la souffrance, voyant dans chaque incision une offrande à un Dieu cruel. L'impact de ces traitements allait au-delà des victimes. Les familles des patients, souvent forcés d'assister aux opérations, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique, rapportée par un chroniqueur d'Oxford,
raconte qu'une mère s'évanouit en voyant John ouvrir le torse de son fils pour libérer le poison de la peste. Le garçon survécut, mais la mère, brisée par l'expérience, refusa de revoir son fils, le considérant comme maudit. Ces récits renforçaient la réputation ambiguë de John, un sauveur pour certains, un monstre pour d'autres. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les médecins, surveillaient John de près. L'Église condamnait l'utilisation de restes humains dans les traitements, et les rumeurs sur ses pratiques occultes alimentèrent les accusations d'hérésie. Pourtant, sa renommée auprès des nobles lui offrait une certaine protection. Il continuait ses opérations, voyageant de village en village, laissant derrière lui un sillage de douleur et de miracles. Ces méthodes, bien que choquantes, étaient un reflet de l'époque, un monde où la survie exigeait des sacrifices inhumains. Imaginez-vous allongé sur une table en bois, l'odeur du sang et des herbes toxiques emplissant l'air, tandis que John of Ardern, son scalpel luisant, s'approche de vous. Chaque incision est une torture, et vous vous demandez si la mort serait préférable à ces remèdes. Si ces traitements vous horrifièrent, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec les communautés qu'il servait. Les relations tumultueuses avec les communautés. Si les traitements brutaux de John of Ardern pendant la peste noire, 1347-1351, inspiraient la terreur, ses relations avec les communautés qu'il servait étaient tout aussi marquées par la méfiance, la peur et une admiration ambivalente. Dans les villages dévastés par l'épidémie, John était à la fois un sauveur et une figure redoutée, un homme dont les scalpels et les potions incarnèrent l'espoir autant que l'horreur. Cette partie explore comment ces pratiques extrêmes et ces rituels occultes ont façonné ses interactions avec les paysans, les nobles et les autorités religieuses, le transformant en une figure à la croisée de la vénération et de la haine. John voyageait à travers l'Angleterre, de Londres à York, offrant ses services aux communautés ravagées par la peste. Selon des chroniques conservées à l'université d'Oxford, il était souvent accueilli avec un mélange de désespoir et de suspicion. Les paysans, terrassés par la perte de leurs proches, voyaient en lui un dernier recours. Mais ses méthodes brutales et ses ingrédients macabres, comme les os humains et le sang séché, alimentèrent les rumeurs. Une anecdote troublante, rapportée par un prêtre de Lincoln, raconte qu'un village refusa d'héberger John après qu'il eut tenté de prélever la peau d'un cadavre pour ses potions, croyant qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance. Les relations de John avec les nobles étaient tout aussi complexes. En tant que chirurgien réputé, il était souvent appelé dans les manoirs pour traiter des seigneurs ou leurs familles. Selon un manuscrit de la British Library, il soigna avec succès un noble de Nottingham atteint d'une fistule, gagnant une récompense généreuse. Mais ces pratiques occultes, comme l'utilisation d'amulettes faites d'os, provoquaient des tensions. Un noble, dans une lettre anonyme, décrivit John comme un homme dont les remèdes sauvent le corps, mais menacent l'âme. Certains seigneurs, fascinés par ses connaissances alchimiques, le protégeaient, tandis que d'autres le rejetaient, craignant son association avec l'occulte. L'Église, en particulier, voyait John d'un mauvais œil. À une époque où la peste était perçue comme un châtiment divin, ses rituels et ses traitements à base de restes humains étaient jugés hérétiques. Une chronique de l'abbaye de Canterbury rapporte qu'un évêque tenta de l'excommunier après avoir appris qu'il brûlait des cheveux de pestiférés dans ses rituels. John, habile orateur, se défendait en affirmant que ces pratiques étaient scientifiques, mais ses arguments ne convainquèrent pas tous.
Une anecdote glaçante raconte qu'un moine, témoin d'une de ces opérations, s'évanouit en voyant John appliquer une pommade noire, qu'il croyait faite de sang maudit. Ces accusations renforçaient l'isolement de John, le poussant à s'entourer d'un cercle restreint d'assistants fidèles. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Thomas Freeman, suggèrent que la réputation ambivalente de John reflétait les tensions de l'époque. La science naissante heurtait les croyances religieuses, et les médecins étaient souvent accusés de sorcellerie. Les psychologues, comme le docteur Anna Berg, parlent d'une possible personnalité narcissique, où John cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutèrent de lui. Sa fixation sur les ingrédients macabres, comme les os et la peau, pourrait aussi indiquer une obsession compulsive, un moyen de contrôler la peur omniprésente de la peste. Pourtant, il montrait parfois de la compassion. Il soignait gratuitement les plus pauvres, offrant des herbes ou des prières lorsqu'il n'avait plus de remède. Ces relations tumultueuses avaient un coût. Les villageois, bien qu'ils dépendèrent de lui, le surnommaient le chirurgien maudit. Et certains refusaient de croiser son regard, craignant qu'ils ne lisent leur destin dans leurs yeux. Une histoire tragique, consignée dans une chronique de York, raconte qu'une femme accusa John d'avoir causé la mort de son mari par une potion toxique. La foule tenta de l'attaquer, mais John s'échappa, protégé par un seigneur local. Ces incidents renforçaient sa solitude, le poussant à s'isoler dans ses laboratoires improvisés, où il poursuivait ses expériences loin des regards. Imaginez-vous dans un village en ruine, l'odeur de la mort et des herbes toxiques emplissant l'air, tandis que John of Ardern, entouré de rumeurs, s'approche avec son sac d'instruments. Les villageois murmurent, partagés entre l'espoir et la peur, et vous vous demandez si cet homme est un sauveur ou un bourreau. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un chirurgien. Si les relations tumultueuses de John of Ardern avec les communautés révélaient un homme à la fois admiré et craint, sa paranoïa croissante transforma son existence en une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la peste noire, 1347-1351, où la mort rôdait à chaque coin de rue, John devint convaincu que ses ennemis, réels ou imaginaires, cherchaient à le détruire. Cette obsession, alimentée par les accusations d'hérésie, les rumeurs sur ses pratiques occultes et la pression constante de la peste, le poussa à s'isoler davantage, voyant des complots dans chaque ombre. Cette partie explore comment la paranoïa de John, mêlée à son génie médical, fit de lui une figure à la fois tragique et terrifiante. Dans les années 1350, alors que la peste continuait de ravager l'Angleterre, John était à l'apogée de sa carrière, soignant nobles et paysans avec ses méthodes audacieuses. Mais son succès attira l'attention, et pas toujours positive. Selon des manuscrits conservés à la Bodleian Library d'Oxford, il commença à croire que ses collègues médecins, jaloux de ses talents, complotaient pour voler ses secrets ou le dénoncer à l'Église. Il soupçonnait même ses assistants de trahir ses recettes de potions, qu'il gardait jalousement dans des carnets codés. Une anecdote rapportée par un chroniqueur de Londres raconte qu'il refusa de former un jeune apprenant, l'accusant d'être un espion envoyé par un rival, après avoir remarqué une odeur suspecte sur ses vêtements. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques médicales. John était convaincu que ces ingrédients macabres, os broyés, sang séché, fragments de peau, étaient convoités par des alchimistes ou des sorciers. Selon une lettre anonyme découverte à York, il cachait ses potions dans des coffres verrouillés et dormait avec un poignard sous son oreiller, craignant que des voleurs ne s'introduisent dans ses campements. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un prêtre local d'avoir maudit ses instruments chirurgicaux,
affirmant que leur inefficacité lors d'une opération était due à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les soupçons d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ses assistants, souvent des jeunes hommes recrutés dans les villages, vivaient dans la peur constante de ses colères. Une histoire tragique, rapportée par un moine de Lincoln, raconte qu'un apprenant fut chassé après avoir renversé une fiole contenant un onguent pestiféré. John, convaincu que c'était un acte de sabotage, le menaça avec un scalpel, hurlant que les traîtres seraient punis par la peste elle-même. L'apprenant disparut, et certains murmuraient qu'il avait été victime d'un châtiment plus sinistre. Les villageois, bien qu'ils dépendèrent de John, évitèrent de croiser son regard, craignant qu'il ne lise leurs pensées ou ne détecte une trahison dans leur aura. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les psychologues, comme le Dr Anna Berg, suggèrent que la paranoïa de John pourrait être liée à une intoxication chronique aux substances qu'il utilisait, comme le mercure, couramment employé dans les traitements médiévaux. Ces toxines, combinées au stress intense de la peste, auraient pu altérer son jugement, amplifiant sa méfiance. Les historiens, comme Thomas Freeman, notent que la peste noire créa un climat de suspicion générale, où les médecins étaient souvent accusés de sorcellerie ou de charlatanisme. La fixation de John sur ces ingrédients macabres, comme les os et la peau, reflétait peut-être une tentative désespérée de contrôler un monde en plein chaos. Pourtant, il y avait des moments de générosité dans son comportement. John soignait parfois gratuitement les plus démunis, distribuant des herbes ou des prières lorsqu'il manquait de ressources. Il écrivait aussi des traités détaillés, comme Practica Chirurgiae, pour partager ses connaissances, espérant laisser un héritage médical. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance grandissante. Ses proches, dont sa femme supposée, les archives sont vagues sur sa vie personnelle, évitèrent de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire, découverte à Canterbury, suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses instruments et de ses potions à celle des humains. Imaginez-vous dans une auberge sombre, l'odeur de la peste et des herbes toxiques flottant dans l'air, tandis que John of Ardern scrute chaque visage, son scalpel à portée de main. Chaque murmure semble un complot, chaque regard une menace. Vous sentez son souffle lourd, chargé d'angoisse, et vous vous demandez s'il vous soignera ou vous accusera. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir les secrets qu'il emporta dans sa tombe. L'héritage médical et ses ombres. Si la paranoïa de John of Ardern transformait ses relations en un champ de méfiance, son héritage médical, bien que révolutionnaire pour l'époque, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la peste noire, 1347-1351, où la médecine était impuissante face à l'épidémie, John se distingua par ses avancées audacieuses, notamment dans le domaine de la chirurgie. Son traité, Practica Chirurgiae, reste une référence pour les historiens de la médecine, mais les méthodes brutales et les ingrédients macabres qu'il employait jettent une ombre sinistre sur ses contributions. Cette partie explore comment l'héritage de John, mêlé de génie et de terreur, continue de fasciner et de troubler. Le Practica Chirurgiae, rédigé dans les années 1370, est un document remarquable pour son époque. Selon les archives de la British Library, ce traité détaille des techniques chirurgicales avancées, notamment pour le traitement des fistules anales, une affection courante mais taboue. John y décrit avec précision l'utilisation d'instruments comme le scalpel et la sonde,
ainsi que des méthodes pour réduire la douleur, comme l'application de vin ou d'herbes narcotiques. Ces innovations, bien que rudimentaires, marquèrent un tournant dans la chirurgie médiévale, offrant une alternative aux pratiques superstitieuses de l'époque. Les historiens, comme Thomas Freeman, soulignent que John fut l'un des premiers à insister sur l'observation directe du corps, préfigurant l'approche scientifique de la Renaissance. Cependant, cet héritage est indissociable des horreurs de la peste noire. Pour obtenir les corps nécessaires à ses études, John n'hésitait pas à disséquer des victimes de la peste, souvent sans autorisation. Une chronique d'York rapporte qu'il fut surpris en train de déterrer un cadavre dans un cimetière à minuit, provoquant la panique parmi les villageois qui croyaient qu'il réveillait les morts. Ces potions, contenant des os broyés, du sang séché et même des fragments de peau, étaient considérées comme des sacrilèges par l'Église. Une lettre anonyme, découverte dans les archives de Lincoln, affirme qu'il utilisait ces ingrédients non seulement pour guérir, mais aussi pour créer des amulettes qu'il vendait à des nobles superstitieux, promettant une protection contre la peste. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il était perçu par ses contemporains. Pour certains, John était un pionnier, un homme capable de défier la mort là où d'autres échouaient. Des nobles, comme ceux de Nottingham, le payaient généreusement pour ses services, et certains de ses élèves perpétuèrent ses techniques. Mais pour d'autres, il était un charlatan, un homme dont les pratiques occultes et les traitements brutaux inspiraient la peur. Une anecdote glaçante raconte qu'un patient, guéri d'une fistule par John, refusa de le remercier, convaincu que son âme était maudite après avoir bu une potion contenant des restes humains. Ces rumeurs, amplifiées par l'Église, ternirent sa réputation, même après sa mort. Les analyses modernes offrent un éclairage nuancé. Les historiens de la médecine, comme Marya Lindgren, reconnaissent que les méthodes de John, bien que brutales, étaient souvent plus efficaces que celles de ses contemporains, qui se fiaient à des saignées ou à des prières. Sa compréhension de l'anatomie, acquise par des dissections illégales, posa les bases pour des avancées futures. Cependant, les psychologues, comme le docteur Eric Hansen, suggèrent que son utilisation d'ingrédients macabres reflétait une obsession pathologique, peut-être liée à une intoxication chronique au mercure utilisée dans ses potions. Cette intoxication aurait pu exacerber sa paranoïa et son comportement erratique, le poussant à des extrêmes. L'héritage de John eut également un impact sur ses successeurs. Ces traités, bien que controversés, furent copiés et étudiés dans les universités européennes, influençant des chirurgiens comme Guy de Chauliac. Pourtant, les récits de ces pratiques occultes et de ces dissections clandestines alimentèrent les légendes, transformant John en une figure mythique, à mi-chemin entre le génie et le sorcier. Les villageois continuaient de raconter des histoires sur le chirurgien maudit, dont les potions pouvaient guérir ou tuer. Même ses élèves, bien qu'admiratifs, gardèrent leur distance, craignant d'être associés à ces scandales. Imaginez-vous dans une bibliothèque médiévale, feuilletant le Practica Chirurgiae, ces pages remplies de dessins anatomiques et de recettes étranges. L'odeur du parchemin ancien vous enveloppe, mais vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si ces pages cachent des secrets plus sombres. Si cet héritage ambigu vous fascine, attendez de découvrir le mystère de la mort de John of Arderne, la mort mystérieuse de John of Arderne. Si l'héritage médical de John of Arderne, mêlé de génie et de pratiques macabres, fascinait autant qu'il terrifiait, sa mort reste l'un des mystères les plus troublants de l'histoire médiévale.
Vers la fin des années 1370, à un âge avancé pour l'époque, probablement autour de 70 ans, John disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière lui des rumeurs d'empoisonnement, de malédiction et de châtiment divin. Dans le contexte de la peste noire, qui continuait d'hanter l'Angleterre par vagues, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que son existence. Les détails de la mort de John sont fragmentaires, tirés de chroniques éparses et de témoignages contradictoires. Selon un manuscrit conservé à la Bodleian Library d'Oxford, il fut vu pour la dernière fois dans un village près de Newark, soignant des patients atteints d'une nouvelle vague de peste. Une nuit, après avoir réalisé une opération particulièrement brutale, une amputation sur un homme atteint de gangrène, il disparut sans laisser de traces. Certains villageois affirmèrent qu'il s'était retiré dans une forêt pour pratiquer un ultime rituel occulte, cherchant à conjurer la peste une fois pour toutes. D'autres, dans une chronique de Lincoln, prétendirent qu'il avait été assassiné par des paysans en colère, lassés de ses traitements cruels et de ses potions macabres. Ce qui rend ce mystère encore plus intriguant, ce sont les rumeurs d'empoisonnement. Une analyse moderne, menée dans les années 1990 sur des restes supposés être ceux de John, bien que leur authenticité soit contestée, a révélé des traces élevées de mercure dans les cheveux et les os. Ce métal, utilisé dans ses potions et pour traiter ses instruments, était courant à l'époque, mais une exposition prolongée pouvait être fatale. Les historiens, comme Thomas Freeman, émettent l'hypothèse que John aurait pu être empoisonné accidentellement par ses propres mixtures ou intentionnellement par un rival ou un patient vengeur. Une lettre anonyme, découverte à York, raconte qu'un noble, dont la femme était morte après un traitement de John, aurait juré de le faire payer. Ce noble aurait-il versé du poison dans une potion de John? Les pratiques occultes de John alimentaient aussi les spéculations. Une chronique religieuse, conservée à l'abbaye de Canterbury, rapporte qu'un prêtre local accusa John d'avoir conclu un pacte avec des forces démoniaques et que sa mort était un châtiment divin. Selon ce récit, John fut trouvé mort dans une grange, entouré de chandelles éteintes et de symboles alchimiques tracés dans la poussière. Les villageois, terrifiés, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine accepte de l'enterrer dans une fosse anonyme. Une rumeur encore plus sinistre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour invoquer une protection contre la peste, mais que ce sacrifice échoua, le condamnant à une agonie solitaire. Les analyses modernes offrent un éclairage nuancé. Les neuroscientifiques, comme le Dr Maria Lindgren, estiment que l'intoxication au mercure aurait pu provoquer des hallucinations et une dégradation physique, expliquant pourquoi John aurait pu s'isoler pour un rituel final. Les psychologues, comme le Dr Eric Hansen, parlent d'une possible dépression, alimentée par des années de stress, d'isolement et de rejet par les communautés qu'il servait. Sa fixation sur les ingrédients macabres, os, sang, peau, pourrait refléter une obsession morbide, une tentative désespérée de défier la mort alors qu'il sentait sa propre fin approcher. Ce qui rend la mort de John encore plus troublante, c'est son impact sur son héritage. Après sa disparition, ses traités continuèrent d'être copiés et étudiés, influençant la chirurgie européenne. Mais les récits de ses pratiques occultes et de ses traitements brutaux transformèrent son nom en légende. Les villageois racontèrent des histoires de l'homme au scalpel, un chirurgien maudit dont l'âme errait dans les forêts, cherchant des corps pour ses potions.
Même ses élèves, bien qu'ils perpétuèrent ces techniques, prirent soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie dans cette fin. John, malgré ses méthodes extrêmes, avait sauvé des vies là où d'autres avaient échoué. Ses innovations, comme l'utilisation de narcotiques pour réduire la douleur, préfiguraient des avancées médicales majeures. Mais la peste noire, avec son cortège de terreur et de superstition, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre la quête de savoir et la peur de l'inconnu. Imaginez-vous dans une forêt sombre, l'odeur de la peste et des herbes toxiques flottant dans l'air, tandis que vous découvrez le corps sans vie de John of Arderne, entouré de chandelles éteintes et de fioles brisées. Était-il un génie incompris ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée d'horreur et de courage, continue de hanter l'histoire médicale. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.